Bonjour et bienvenue dans ce format qui donne corps à cette idée d'atelier de rhétorique. Je vous rappelle le principe, vous avez sous cette vidéo une adresse email, vous pouvez m'y envoyer vos textes. De temps en temps, j'en choisis un et je l'analyse. Aujourd'hui, on va travailler sur le texte de Ryan, qui a 18 ans, et si je l'ai choisi, c'est parce que vous allez voir que c'est bien organisé, il y a ce qu'il faut là où il faut, et donc je pense que ça va être utile à tous ceux qui se demandent, concrètement, à quoi peut ressembler un manifeste. Je vais maintenant le lire partie par partie, et m'arrêter au fur et à mesure pour partager avec vous mes observations. Perché sur une colline, surplombant la mer, j'étais là, pensif et noyé dans mes idées. Je faisais le jeu d'un équilibriste qui oscille entre ses émotions et la raison. Certains disent que je refais le monde, moi je pense n'en faire qu'un constat, et non des moindres. Contemplant les merveilles de notre univers, je ne peux que m'incliner face à cette beauté. Le temps d'un instant, je me dis que l'olivier qui se dresse à quelques mètres de cette falaise n'est pas là par hasard, que nous ne sommes pas là par hasard. En ce qui apparaît comme étant l'absurdité du monde, j'y vois, moi, une création bien réelle, qui atteste d'une force supérieure. Puis, peu à peu, mes pensées ruissellent vers un autre chemin qui me plonge soudainement dans l'ombre de notre civilisation. Je suis maintenant en plein Paris, au mois de décembre 2018, dans un affrontement entre gilets jaunes et forces de l'ordre. Le ciel se fait sombre et les gaz lacrymogènes m'empêchent de respirer correctement. À ma droite, des projectiles en tout genre pleuvent sur les policiers. Complètement essoufflé et arrivant à peine à ouvrir les yeux, je m'assois sur le trottoir. Au bout d'un moment, je parviens à reprendre mes esprits et une lueur d'espoir renaît en moi. Je me dis que tous ces gens finiront par me comprendre, qu'ils finiront par m'aimer. Mais au moment de me redresser, j'aperçois, du coin de mon œil, un pavé noir qui vient s'écraser sur ma tempe. Je m'effondre, et dans un vacarme assourdissant, j'entends un chant se distinguer des autres. Tout le monde déteste la police, tout le monde déteste la police. Je m'éteins dans l'insignifiance totale d'hommes et de femmes aveuglés par le goût du sang, leur propre sang. Du haut de ma montagne, j'assiste à cet horrible spectacle. Ce jour-là, la France est morte, sur le trottoir, le crâne fracassé par un pavé. Voilà pour l'entrée en matière. Ensuite, on va quitter ce côté romancé et littéraire pour entrer dans quelque chose de proprement politique. Mais on va s'arrêter un instant pour commenter. Je vous avais dit que c'était une bonne idée de commencer votre manifeste par quelque chose de vivant, par quelque chose d'incarné. Parce que si vous voulez que votre public se saisisse des problèmes que vous pointez, il ne faut pas seulement qu'il comprenne qu'il y a un problème, il faut aussi qu'il ressente ce problème. Et faire ressentir un problème, ça passe par de la description et par de la narration, comme le fait ici l'auteur. Après, un conseil que je pourrais donner à l'auteur, c'est de toujours se rappeler que le héros de son texte, ce n'est pas lui, c'est le public. Parce que si on veut que le manifeste se change en mouvement, il faut que le public sente que c'est à propos d'eux. Et donc quand on fait un texte qui est centré sur nous, ça marche moins bien. Et donc très concrètement, quand vous sentez qu'il y a trop de jeu, que votre texte est trop centré sur votre personne, il faut mettre plus de vous et il faut mettre plus de nous. Parce que là, l'auteur, on ne le connaît pas encore, on le voit d'abord perché sur sa montagne, et ensuite on le voit se sacrifier dans une manifestation un peu comme une figure christique, et c'est bien écrit, hein, c'est poignant ce que tu fais, mais il faut faire attention à ce que ton texte ne soit pas trop centré sur toi. Une autre petite chose, sur le fond cette fois, je ne sais pas si tu as intérêt à aller sur le terrain des forces supérieures qui régissent tout, dans un texte politique, parce que la politique suppose qu'on considère qu'on a notre destin entre les mains. Parce que si ce qui doit arriver arrivera, si tout est écrit, s'il y a des forces supérieures, à quoi bon s'engager ? La politique, ça suppose qu'on ait le pouvoir de faire advenir des choses, et ça ne fait pas bon ménage avec le déterminisme. Ceci dit, on a là un très bon exemple de la manière dont on peut commencer un manifeste. Continuons. Donc l'auteur nous a présenté ce qui n'allait pas en s'adressant à nos tripes, et maintenant il va nous dresser un constat sur ce qui ne va pas en s'adressant à notre tête. Du haut de ma montagne, j'assiste à cet horrible spectacle. Ce jour-là, la France est morte, sur le trottoir, le crâne fracassé par un pavé. En réalité, elle n'est pas morte, mais seulement plongée dans un coma artificiel. Je me rappelle que ce qui l'a fait vivre, c'est la liberté, l'égalité et la fraternité de tous ses enfants. Mais qu'en est-il maintenant ? Nous sommes aujourd'hui entrés dans une compétition au sein du marché des contestations sociales, où l'individualisme est roi et où l'on peut être tenté de dire que tous nos petits désagréments sont la faute de l'État. Pourtant, d'après le ministère des Finances, les protestations sociales ont atteint 741 milliards d'euros en 2018, soit 31,5% du PIB. Tandis que notre dette vient tout juste de passer le cap symbolique des 100% du PIB.
En d'autres termes, le travail des Français durant une année entière ne suffirait pas à rembourser cette dette. Alors oui, nous nous endettons encore plus pour que nos concitoyens puissent bénéficier d'aides financières et d'allocations, afin que nous soyons un peu plus égaux et fraternels. Mais la France est à l'heure actuelle le pays qui verse le plus de prestations sociales en Europe. Alors, pourquoi sommes-nous autant submergés par des crises sociales internes ? Vous voyez qu'on est passé du qualitatif au quantitatif avec un discours chiffré. Vous avez fait ressentir qu'un problème était grave, vous allez maintenant faire comprendre son ampleur. Bien sûr, la base, quand vous faites ça, c'est de vous assurer que vos chiffres sont de bons chiffres. Et donc ça, j'espère que Ryan l'a fait, mais en plus, vous devez avoir conscience de la manière dont vos chiffres vont être contestés. En l'occurrence, on imagine très bien que quelqu'un pourrait dire que oui, mais ce qui coûte vraiment de l'argent à la France, c'est l'évasion fiscale, et que s'il n'y avait pas toute cette évasion fiscale, il y aurait moins de mouvements sociaux. Alors bien sûr, dans votre manifeste, vous n'allez pas pouvoir adresser toutes les objections, parce que c'est une bonne idée que ce soit un texte lisible, par exemple qui peut tenir sur une double page de journaux, mais vous devez faire ce travail en parallèle, ce travail d'identifier toutes les limites de votre approche, d'identifier les objections qui pourront vous être formulées, parce que plus vous allez faire ça, et plus vous allez devenir un expert, plus vous allez maîtriser votre sujet, et plus votre parole aura de la valeur et aura de l'intérêt. Et tout ce travail de recherche, c'est des choses que vous pouvez publier dans des vidéos, dans des articles, pour alimenter votre mouvement. Là, par exemple, ce serait intéressant de creuser pour savoir comment est-ce qu'on peut évaluer concrètement le coût sur le PIB de protestation sociale, parce qu'il doit y avoir des travaux complexes là derrière. Et s'approprier tout ça, c'est comme ça qu'on développe une expertise, et c'est comme ça qu'on hausse la valeur de notre discours. Poursuivons. L'auteur en est arrivé au problème suivant. La France est un des pays qui verse le plus de prestations sociales, mais d'un autre côté, c'est aussi un des pays qui est le plus régulièrement traversé par des mouvements sociaux. Et donc l'auteur va nous proposer son diagnostic. Alors pourquoi sommes-nous autant submergés par des crises sociales internes ? Les sociologues vous diront que la manifestation est une tradition française et qu'elle est le seul moyen de faire entendre sa voix dans notre société. D'autres disent que c'est parce que l'ascenseur social est en panne. Sans entrer dans un débat purement politique, bien que j'acquiesce certains de ces mots, je pense malheureusement que nous sommes pris dans un cercle vicieux. Ça, c'est quelque chose que vous pourriez faire également, adosser votre diagnostic du problème à une identification des limites des diagnostics alternatifs. Là, l'auteur ne le fait pas. Il se contente de présenter différents diagnostics avant d'avancer le sien. Le pays ira mieux lorsque nous serons un peu plus patriotes. Je pense très sincèrement que nous devrions être fiers de notre histoire, de notre passé, de nos héros de la Grande Guerre, de la bataille de Verdun, de la Somme. Nous devons avoir conscience que Clovis, Jeanne d'Arc, Charlemagne, Louis XIV, Napoléon, De Gaulle et bien d'autres encore sont des hommes et des femmes qui se sont battus jusqu'au bout pour l'honneur. Ces valeurs de combativité et d'humilité sont celles qui sont transmises par le patriotisme. C'est choisir le camp des résistants plutôt que celui des collaborateurs, se battre plutôt qu'abandonner. Nos jeunes ne sont malheureusement, je le crois, pas assez combatifs, ils manquent de patriotisme. Ils doivent avoir conscience qu'ils sont les dignes héritiers d'une histoire millénaire, que nous avons toujours été au rendez-vous de l'histoire, que le monde nous connaît par la puissance de notre esprit et la grandeur de nos réalisations. Qu'ils sachent que nous sommes toujours là, parmi les 5 premières nations du monde, depuis plus de 1000 ans. Ils doivent donc se comporter en tant que tels, ressentir des frissons lorsqu'ils regardent le drapeau tricolore. Mais je continue à croire que nos jeunes possèdent, au plus profond d'eux-mêmes, cet état d'esprit. Pour ma très modeste part, je pense qu'il ne s'est juste pas encore révélé à eux. Et ensuite, l'auteur va nous présenter sa solution pour raviver le patriotisme. On a donc un texte qui est bien organisé, une présentation du problème sur un plan qualitatif puis quantitatif, un diagnostic de ce problème, la présentation d'une solution, et puis quelque chose de plus concret, une mesure pour mettre en pratique cette solution. Il y a bien sûr une limite sur laquelle je vous invite à être attentif, c'est que, encore une fois, votre solution sera d'autant plus crédible que vous l'aurez adossée à un diagnostic précis, et pour faire un diagnostic précis, c'est une bonne idée d'aller discuter dans le détail les différents diagnostics alternatifs du problème dont on est parti. Parce que, au fond, c'est ça la politique. On peut tous s'accorder sur des problèmes. On peut tous s'accorder sur le fait que le manque de cohésion est un problème, que le chômage est un problème, que la violence est un problème, que la précarité est un problème, que le réchauffement climatique est un problème. Par contre, là où on va commencer à avoir des divergences profondes, c'est au niveau de la manière dont on explique ces problèmes et du coup des solutions qu'on va proposer pour régler ces problèmes. Et développer une expertise, ça suppose d'aller
plus loin que les autres dans les diagnostics qu'on fait des problèmes. Et ça suppose donc d'aller discuter le plus loin possible les explications avancées par ceux qui sont d'une sensibilité politique différente de la nôtre. Si vous en venez à considérer que votre diagnostic et que donc vos solutions sont meilleures que les alternatives, ça doit pas être seulement parce que c'est quelque chose qui est en accord avec vos croyances et votre sensibilité, c'est parce que vous avez de bonnes raisons, des raisons solides, de penser que votre diagnostic est plus précis et que donc votre solution sera plus efficace. Et donc ce qui manque un petit peu dans ce texte, ce sont des preuves plus tangibles du fait que c'est bien le manque de patriotisme qui est à l'origine des crises sociales à répétition et que raviver le patriotisme serait un bon moyen, un moyen efficace d'aller vers une situation plus apaisée. Mais encore une fois, dans ce texte, il y a ce qu'il faut là où il faut, et c'est ça qui fait que c'est facile de le discuter. Et donc ça, c'est vraiment à mettre au crédit de l'auteur. Et donc, une fois qu'il a posé son diagnostic, une fois qu'il a présenté sa solution, il va nous proposer une mesure pour mettre en pratique cette solution. Mais je continue à croire que nos jeunes possèdent au plus profond d'eux-mêmes cet état d'esprit. Pour ma très modeste part, je pense qu'il ne s'est juste pas encore révélé à eux. C'est pourquoi je regrette la suppression du service militaire en 1994 par Jacques Chirac, car dans ce monde où, comme le disait Édith Saint-Marc, il est souvent question de droit et rarement de devoir, le service militaire était pour ces jeunes hommes un rappel à leur devoir de citoyen. D'autant qu'ils étaient et sont mobilisables à tout moment en cas de crise majeure. Ils prenaient ainsi conscience de la lourde responsabilité qui pesait sur leurs épaules. Ils faisaient beaucoup de sport, ils apprenaient le vivre ensemble et la cohésion, c'était pour eux la transition entre la vie d'adolescent et la vie d'adulte. Et par-dessus tout, ils aimaient leur pays. Les jeunes d'aujourd'hui sont, je le pense pour beaucoup, perdus, sans aucune valeur forte et sans passion pour leur pays. Je pense ainsi qu'au regard des récentes manifestations de mouvements racialistes, que la vision de ces jeunes risque d'être sérieusement menacée à l'avenir. Le fait de diviser les Français entre communautés et races est un acte dangereux pour nous tous, car notre société n'est pas un ensemble de communautés ou de races. Jacques Bainville disait à ce propos « La France, c'est mieux qu'une race, c'est une nation ». Là, l'auteur fait l'effort de justifier que sa solution est pertinente au regard du problème dont il est parti. Le service militaire permettrait de développer le vivre ensemble et un sens des responsabilités. Alors bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin que ça, essayer de trouver des preuves tangibles du fait que le service militaire permet effectivement de faire ça, mais c'est déjà très bien. Et surtout, ce que je trouve intéressant, c'est que l'auteur arrive à se positionner sur un sujet qui est pourtant sensible, mais à le faire sans agressivité et sans outrance inutile. J'attirerai juste l'attention de l'auteur sur une chose, je ne sais pas s'il a intérêt à réduire le mouvement Black Lives Matter à un mouvement racialiste, parce que évidemment que le racialisme c'est une composante de ce mouvement, mais dans ce mouvement il y a aussi une aspiration à la justice et à l'égalité, et donc il y a sans doute dans ce mouvement tout un tas de jeunes gens qui ne demande qu'à être patriote. Donc, est-ce que tu as plutôt intérêt à leur dire qu'ils se trompent d'idéal, ou est-ce que tu as plutôt intérêt à leur dire qu'ils ont un bon idéal, et que le patriotisme, c'est, en vérité, le meilleur moyen d'atteindre leur idéal. Et ça nous amène au cœur de la subtilité de l'art politique. Parce que si vous voulez que votre mouvement prenne, il faut qu'il y ait, dans votre manifeste, dans la manière dont vous posez les problèmes, quelque chose de radical. Et ça peut créer des divisions. Mais si vous voulez que votre mouvement dure, il faut pouvoir dépasser ces divisions, il faut pouvoir dépasser les clivages. Ceci dit, je trouve que l'auteur s'en sort bien, et je vais vous lire ses dernières phrases. « Alors, du haut de ma colline, je crois en tant qu'éternel optimiste qu'un jour, la France va sortir de ce coma, étant donné qu'à chaque génération suffit sa peine. Et j'espère, du plus profond de mon âme, dans quelques années relire ces pages, en me disant que cette période d'agitation est révolue. » Donc ça c'est joli, c'est bien écrit, mais encore une fois, je vous inviterai plus à terminer vos manifestes, non pas sur vous, mais sur le public, en essayant de les galvaniser, en leur montrant, voilà, ce monde meilleur vers lequel on va pouvoir arriver si on met en pratique les solutions. Quoi qu'il en soit, c'est un bon manifeste et j'espère que cette lecture vous a été utile. Je remercie chaleureusement l'auteur et je voudrais remercier toutes celles et tous ceux d'entre vous qui m'ont envoyé des textes. J'ai reçu beaucoup de textes, des textes littéraires, des textes politiques, avec des sensibilités artistiques, avec des sensibilités idéologiques très différentes, et je trouve ça vraiment enthousiasmant. Je trouve ça vraiment enthousiasmant de voir qu'il y a autant d'entre vous qui ont cette passion d'écrire, cette envie de réfléchir, cette envie de penser la politique, cette envie de penser demain.
Je vais faire mon possible pour garder le rythme dans cette émission, mais vraiment, n'attendez pas un retour de ma part avant de publier. C'est à ça que ça sert les réseaux sociaux. C'est un formidable outil pour faire vivre l'intelligence. À très bientôt pour d'autres textes. Merci d'être là. Prenez bien soin de vous et de votre esprit.